Donc voilà, cette présentation-là, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous présenter en quelques points Voisins Malins, donc le rôle de l'association, comment on fonctionne, présentation aussi de la méthodologie d'une mission, parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit Manon, le porte-à-porte c'est vraiment notre cœur de cible et c'est un métier en soi. Et puis ensuite, on va aller sur la partie, communiquer avec les parents, comment nous arrivons aujourd'hui à toucher les familles et à établir un dialogue avec elles. Et donc pour cela, je vais utiliser deux missions qui vont permettre d'illustrer les propos, dont une qui a été vraiment une mission pilote, qui est la mission Petite Enfance, et qui a permis justement de déployer d'autres missions, ou parfois même la même mission, mais sur d'autres territoires. Et puis, je terminerai par la mission Dynamique Parentalité, qui est vraiment un vrai projet là, pour 2021 et 2022, et qui est mis en place dans le cadre des cités éducatives. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc, ça a été mis en place dans le cadre de la commission 5, donc la commission petite enfance. Voilà. Alors oui, donc du coup, l'association Voisins Malins, donc on existe maintenant depuis plus de 10 ans. Nous fêtons nos 10 ans cette année. Enfin, on les a fêtés l'an dernier, mais avec le contexte, c'est vraiment cette année que nous pourrons nous rassembler pour fêter cela. Donc on repère et salarie et on forme des habitants de quartier. Donc généralement, c'est des personnes qui sont très impliquées dans la vie de quartier, donc qui sont généralement dans des associations et qui nous sont recommandées par des acteurs locaux. Voilà, donc ces voisins. Alors, Manon, j'ai des messages pour les personnes qui veulent accéder. Je vous laisse. Oui, c'est bon, je gère. Voilà, donc ces voisins vont en porte-à-porte. Le porte-à-porte qui est vraiment pour nous le moyen de communication. Donc, déjà, on permet, nos équipes sont aux couleurs du quartier, ce qui permet aussi justement de lever le frein de la langue, puisqu'ils peuvent justement délivrer les messages dans la langue d'origine. Et donc le porte-à-porte, c'est aussi pour nous un moyen plus simple de pouvoir accéder aux familles, parce qu'on organise parfois des rencontres, des réunions, et bon, on se rend compte que mobiliser les personnes, c'est un peu plus compliqué que d'aller les voir directement au porte-à-porte. Et donc, ces voisins et voisines, donc c'est vraiment comme ça qu'on les appelle, sont réellement des pairs qui sont reconnus par les habitants et qui se font le relais d'acteurs du quartier. Et donc, ces habitants sont formés pour chaque mission sur lesquelles ils interviennent. Ils sont formés par les acteurs, justement, par ces acteurs du quartier ou même les commanditaires. Donc ça, c'est vraiment un point d'orgue sur lequel on fait très attention, c'est de pouvoir impliquer les commanditaires avec qui nous travaillons sur les différentes missions. Et ça passe effectivement par aussi, entre autres, par la formation de nos équipes. Donc aujourd'hui, on est présent sur une dizaine de villes en France. Et on est en train aussi de diversifier nos méthodes d'essaimage. Et pour vous donner un exemple, parce que ouvrir un site, ça coûte cher, ça nécessite aussi la pleine implication des acteurs locaux, parce que nous, lorsqu'on arrive sur une ville, il faut qu'effectivement la municipalité, mais aussi principalement le bailleur, puisse nous accueillir et nous proposer aussi des missions pour assurer la pérennité de nos équipes. Donc voilà, c'est quand même une implantation, ça prend du temps, ça peut être plus ou moins complexe en fonction des acteurs et aussi des tenants et des aboutissants. Et donc aujourd'hui, on diversifie nos techniques d'essaimage, notamment en faisant du transfert de compétences. Et c'est le cas, par exemple, de l'association, de l'entreprise sociale et solidaire 13 Avenir, donc, qui est située dans le 13e arrondissement de Paris, donc,
qui fait office clairement de régie de quartier et qui fait partie du territoire zéro chômeur. Et dans ce cadre, nous accompagnons les salariés et on les forme sur les techniques de porte-à-porte. Voilà, donc ce qui est aussi du coup un moyen pour Voisins Malins de se développer. Alors, donc, dans chaque quartier où nous sommes implantés, nous avons généralement des équipes de 6 à 9 personnes, donc entre 16 et 75 ans, mais c'est vraiment de pouvoir diversifier, d'avoir des équipes qui ressemblent à nos quartiers. Donc, ça passe aussi bien d'étudiants que de personnes retraitées qui viennent à la fois parce que, comme je disais tout à l'heure, elles se sentent pleinement impliquées dans la vie du quartier et pour elles, intégrer Voisins Malins, c'est vraiment une continuité, mais aussi pour arrondir les fins de mois, puisque c'est des personnes qui sont en CDI et qui sont sur un temps très partiel. C'est 16 heures en moyenne, mais les contrats vont de 12h30 à 23 heures par mois. Voilà, d'où l'importance aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque implantation, que les acteurs locaux puissent avoir ça en tête, qu'effectivement, nous, on s'inscrit vraiment dans la durée et que du coup, il faut être en mesure de pouvoir proposer différentes missions à nos équipes. Alors, ça, du coup, une petite présentation de l'équipe de la Grande Borne, qui aujourd'hui compte 7 voisines. Donc, pour l'instant, il n'y a que des femmes. On continue le recrutement, mais c'est vrai que du coup, les mamans sont beaucoup plus disponibles pour pouvoir intégrer ce genre de poste. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui parle différentes langues, donc une dizaine de langues à peu près sont représentées. Et donc elles sont toutes en CDI allant de 12 heures à 19 heures par mois. Voilà. Et puis c'est des personnes, la moitié d'équipe, comme je disais, c'est des personnes aussi qui s'investissent sur le temps. C'est des personnes qui sont là depuis l'implantation du site à la Grande Borne, donc depuis 2013, pour la plupart, pour la moitié de l'équipe. Alors du coup, un focus sur la méthodologie de travail, donc notamment sur le porte-à-porte, donc qui est vraiment aujourd'hui même lorsqu'on est dans l'essaimage, c'est vraiment ce que l'on promeut, c'est le porte-à-porte pour garder le lien avec les habitants. Et je ferai un petit focus par rapport à l'an dernier, avec la crise sanitaire. Nous avons dû un petit peu nous diversifier, puisque le porte-à-porte était proscrit par certains de nos acteurs. Enfin, en tout cas, dans certaines villes, on n'avait pas la possibilité de maintenir le porte-à-porte. Mais sinon, en règle générale, donc pour réaliser une mission, donc il y a toujours un temps de cadrage avec le commanditaire où on va pouvoir définir le contenu et les enjeux de la mission. Donc il faut que cette mission aussi puisse être utile aux habitants. Donc on proscrit totalement tout ce qui est promotion commerciale. Enfin, je le souligne parce qu'on a déjà été approché par certaines entreprises qui nous ont contactés pour qu'on aille justement faire un peu de publicité pour elles. Et on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner l'information qui va servir au quotidien et des informations utiles, notamment qui sont liées à certaines structures ou à l'accès aux droits. Voilà, donc après ce temps de cadrage arrive le temps de formation. Donc, étant donné qu'on intervient sur des thématiques assez diverses et variées, ça va aussi bien de la santé que de l'éducation, que du cadre de vie. Donc, c'est important du coup d'avoir ces temps de formation, ces temps d'échange avec les commanditaires et les équipes de voisins et voisines. Ensuite, nous avons entre nous du coup un temps de reformulation parce que c'est une étape qui est importante.
Parce que quand on est formé par les commanditaires, il y a parfois des termes techniques qui sont utilisés et c'est important de pouvoir retravailler la formulation. Et ça, c'est justement un des points phares. Tout à l'heure, Manon, vous parlez de bonnes pratiques. Justement, la reformulation, ça fait partie de ces bonnes pratiques. Pour vous donner un exemple très parlant, on avait eu à mener une mission santé sur le dépistage des cancers. Et lorsqu'on allait en porte-à-porte en parlant de mammographie, on avait beaucoup de personnes, enfin beaucoup de femmes qui étaient très réticentes, qui ne comprenaient pas. Et puis très rapidement, on a retravaillé le message et on a simplifié mammographie par radio du sein. Et là, voilà, c'est plus simple, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, ce travail de reformulation est très, très, très important pour nos équipes. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé le message, on va pouvoir lancer la campagne de porte-à-porte. Donc, généralement, à l'aide de supports que l'on crée nous-mêmes, mais ça nous arrive aussi, du coup, d'avoir directement les supports du commanditaire. Alors, pourquoi des supports créés par nous-mêmes? C'est toujours pour répondre à cette problématique de reformulation. On a parfois des tracts bien écrits, mais qui sont parfois indigestes pour certains tranches de la population et qu'il est important de retravailler avec peut-être un peu plus de pictogrammes ou parfois avec des traductions, justement pour simplifier la bonne compréhension du message. Et puis, à l'issue de la campagne de porte-à-porte, il y a le bilan et le retour terrain, puisque l'objectif aussi de ces campagnes, c'est de pouvoir donner les éléments à nos commanditaires pour pouvoir adapter leurs services, justement en les renseignant précisément sur les besoins et les freins que rencontrent les personnes. Ah, oui, un petit mot peut-être sur l'évaluation d'impact. Donc auprès des habitants, effectivement, à l'issue de notre échange, on pose quelques questions qui justement permettent de mesurer notre impact. Donc à la fois sur le fait, est-ce qu'on leur a apporté une nouvelle information, est-ce qu'ils justement ils comptent utiliser cette information, peut-être même la transmettre à d'autres personnes, parce qu'on sait que le bouche à oreille fonctionne énormément. Et puis aussi auprès des voisins eux-mêmes, le porte-à-porte au quotidien, c'est aussi l'acquisition de nouvelles compétences, puisqu'à chaque fois, l'équipe est formée pour chaque mission. Donc, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Et on a aussi beaucoup de retours de certaines personnes de l'équipe qui nous disent, voilà, pendant des années, je n'ai pas travaillé. Et puis, le fait de reprendre cet emploi à mon rythme, parce que c'est aussi les personnes ont la possibilité de travailler à leur rythme. Le contrat que je spécifiais tout à l'heure, en moyenne de 16 heures par mois, c'est 16 heures de porte-à-porte. Le voisin ou la voisine va pouvoir l'étaler sur son planning en fonction de ses disponibilités. Donc, il y a cette flexibilité aussi qui permet à certains voisins, petit à petit, de reprendre le chemin du travail et du coup d'accéder à un emploi de 35 heures, tout en gardant, généralement, en gardant l'emploi de voisin malin. Et donc, oui, dans ce cadre, du coup, communiquer avec les parents, notamment avec les familles, c'est pour nous un objectif qui apparaît dans chacune de nos missions, et notamment pour communiquer avec les parents. Et notre première source d'inspiration, c'est effectivement nos équipes, puisqu'on s'appuie sur elles pour identifier des thématiques utiles et pertinentes. Pour vous donner un exemple, alors c'est justement pendant le confinement. Ah oui, j'ai allé un peu vite. Pendant le confinement, donc on a quand même gardé le lien justement avec nos équipes
Donc sur certains quartiers, on a mis en place des campagnes téléphoniques pour remplacer les campagnes de porte-à-porte. Alors ça a été le cas par exemple à Marseille où justement le bailleur, il y avait une mission qui était mise en place sur la prévention des impayés. Et donc là, cette mission-là a été faite au téléphone. Donc c'était des campagnes téléphoniques qui ont remplacé les campagnes de porte-à-porte. On a développé aussi des actions en pied d'immeuble pour justement pouvoir respecter les mesures de distanciation. Et puis, donc, les voisines comme source d'inspiration, déjà, c'est des habitants de quartier, donc ils sont au fait des réalités. Et par exemple, dans ce contexte, nous qui étions, en tant que manager, qui étions en lien régulier avec nos équipes, donc ça nous permettait aussi de garder le lien avec elles, mais aussi d'être au fait des actualités du terrain. Il y a des sujets qui ont été, certains sujets qui ont été remontés, tels que des violences au sein des familles, l'isolement ou le non-accès aux médecins, enfin difficilement, notamment pour des personnes qui avaient certaines pathologies comme du diabète. Et donc petit à petit, donc on a travaillé là-dessus et ça nous a permis justement de pouvoir répondre à des appels de projets, notamment qui étaient liés dans le cadre de la santé, sensibiliser les parents sur les écrans. Et donc ça a donné lieu par la suite à différentes missions. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir nous appuyer sur nos équipes pour pouvoir remonter des thématiques qui tuent les pertinentes. Et puis, après, on s'appuie aussi sur ses parents pour la formulation du message, donc ils sont à même de nous dire quelles sont justement les bonnes pratiques pour pouvoir cibler et toucher les familles. Ça passe aussi bien sur quels sont les meilleurs créneaux pour pouvoir toucher les mamans, à quel endroit, enfin quelle thématique. Voilà, donc c'est vraiment pour nous un vivier d'informations. Et donc, du coup, la mission Petite Enfance, donc cette mission, en fait, elle a d'abord été menée à Évry. Et donc, c'est une mission qui est vraiment un pilier au sein de l'association et qui a permis justement d'être dupliqué, mais aussi dont les conclusions, justement, ont permis de mettre en place d'autres missions. Et donc, là, pour cette mission-là, ça partait d'un diagnostic parentalité qui a vraiment mis en lumière le fait que certaines structures, pourtant situées au cœur des quartiers, n'étaient pas du tout fréquentées par les familles. Notamment parce qu'il y avait certaines idées reçues quant à la possibilité d'accueillir des enfants dont les parents ne travaillent pas, par exemple. Mais il y avait aussi cette volonté du service petite enfance de sensibiliser aux inégalités sociales dès le plus jeune âge, donc des inégalités notamment liées à l'acquisition du langage. Et donc c'est dans ce cadre-là où avait été mis en place le dispositif Parler Bambin, mais qui là aussi faisait le quid un peu sur les enfants et les parents qui n'avaient pas accès justement à ces établissements d'accueil du jeune enfant. Voilà, donc le dispositif Parler Bambin, finalement, ne touchait plus qu'une partie de la population. Et donc, c'est dans ce cadre-là, avec la collaboration de la CEF et des cités éducatives, qu'on a pu mettre en place cette mission, qui était effectivement de sensibiliser dans les enjeux, était déjà d'aller vers, de développer une autre forme de communication avec le public, en rappelant l'importance du livre dans le développement des compétences langagées et cognitives, et puis aussi permettre au public visé de se sentir plus légitime quant à la fréquentation des structures locales, et puis proposer justement ces structures-là aux parents, donc à chaque fois en expliquant quel était le rôle de chaque structure.
Voilà, alors du coup, les enjeux, j'ai emboîté le pas, hein, donc présenter ces structures aux parents et puis proposer les ressources aux parents. J'ai tout dit. Hop, alors donc ça, du coup, cette mission-là qui a été mise en place 2017-2018 à Évry, a été dupliquée par la suite en 2019 à la Grande Borne, et enfin à Grigny, parce que sur Grigny, on a deux sites, on a le site de la Grande Borne et le site de Grigny 2. Voilà, donc du coup, on est allé à la rencontre de 426 26 familles. Pardon, en 2019, c'était uniquement la Grande Borne et cette année, on est sur les deux sites. Donc voilà, là, vous avez des exemples de livres que l'on remet gracieusement aux familles que l'on rencontre. Donc il y a des livres aussi bien pour des tout petits, et puis on propose aussi des livres des romans pour des ados, donc des livres qui nous ont été donnés par différentes associations. Donc, quelques chiffres significatifs. Donc, il y a 151 familles ayant des enfants qui ont été, de moins de 4 ans qui ont été rencontrées, et 162 familles ayant des enfants de plus de 4 ans. Donc, on a eu un excellent taux d'ouverture, 80%. Sachant qu'on a en moyenne sur 70. Et c'est vrai que du coup, cette mission-là, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, ce qui nous a permis aussi d'ouvrir un peu plus de portes. Et puis, l'attrait du livre, le fait de remettre un livre, ça permet aussi justement d'entretenir le dialogue et parfois d'aller plus loin. La preuve étant, c'est que cette mission-là a permis de déboucher sur d'autres missions. Donc, on s'est rendu compte aussi que certaines structures étaient méconnues, connues mais peu fréquentées parce qu'il y avait justement pas mal d'idées reçues par rapport à l'accès à ces structures. C'est le cas notamment donc, pour la halte garderie. Bon, là, c'était vraiment de se dire, les parents se demandaient, est-ce que je suis en droit de pouvoir inscrire mes enfants à la halte garderie. Et puis pour la médiathèque, par exemple, c'est pareil, quels sont les documents, ça doit être compliqué de pouvoir s'inscrire à la médiathèque. Donc, c'est aussi en porte-à-porte déconstruire toutes ces idées reçues. Et puis oui, un petit focus sur l'évaluation d'impact. Donc pour cette enquête, 69% des personnes que l'on a rencontrées disent avoir reçu et utilisé justement une nouvelle information qu'on leur a apportée. Et donc, on est sur des moyennes générales de 54%. Donc là aussi, sur cette mission-là, le porte-à-porte a vraiment été utile. Alors, donc du coup, c'est la mission Petite Enfance menée à Évry de 2017 à 2018 permet par la suite, donc la même mission sur les quartiers de Grigny 2 et de la Grande Borne, mais ça a aussi donné lieu à une mission d'accès aux droits des jeunes, parce que c'est vrai qu'on était très focus du coup sur la mission, sur les enfants en bas âge, mais voilà, on a eu quand même beaucoup de questions liées aux ados et aux jeunes adultes, ce qui nous a conduit, nous, à mettre en place justement cette mission-là, accès aux droits des jeunes, où on va pouvoir aller vers les parents, déjà en premier lieu, pour leur présenter un peu les différentes, que ce soit les structures d'accueil qui sont liées à l'emploi et à la formation pour les jeunes. Parler aussi, par exemple, de l'obligation de formation, qui est quand même quelque chose d'assez récent. Mais aussi, du coup, on a mis en place un partenariat avec un centre de formation qui, sur 3 formations qui sont sur des secteurs en tension, de pouvoir justement promouvoir ces secteurs-là et
en parler librement, à la fois aux parents, mais aussi quand on rencontre les ados et les jeunes adultes. Et puis, pour finir, donc la mission dynamique parentalité, donc ça, c'est vraiment dans le cadre de la commission 5 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment un moyen d'aller plus loin, donc, puisque dans ces commissions, dans cette commission-là, il est question de faire intervenir des parents, donc des parents qui intervenaient déjà, mais à titre bénévole. Bénévolement, ils participaient à des croisements de savoir, donc, qui regroupent à la fois les professionnels autour de l'éducation, mais aussi des parents. Et donc, on s'était rendu compte que c'était compliqué pour des bénévoles déjà de s'investir sur du long terme. Donc, on avait sur certaines commissions des parents qui intervenaient, et puis la fois suivante, c'était d'autres. Donc, il y avait vraiment un manque de continuité. Et c'est là qu'on s'est dit que c'était important justement d'avoir des parents qui vont pouvoir s'investir sur le temps, sur la durée. Et donc aujourd'hui, depuis un mois et demi à peu près, on est vraiment au début de ce projet et on avance, on construit en marchant. Donc il y a 6 personnes, 6 voisines qui sont dédiées à cette mission. Donc, c'est 3 voisines qui étaient déjà au sein de l'équipe de Voisins Malins et 3 voisines, enfin 3 personnes externes à Voisins Malins, mais qu'il faut justement former à nos méthodes de travail et qui vont pouvoir justement aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire sur nos missions dites classiques, puisque là, il y a une réelle implication dans le sens où voilà, ça passe par le choix des thématiques. Donc là, on est sur la thématique de la transculturalité. Et donc, l'idée est justement à ces voisines de réfléchir, de voir qu'est-ce que cela leur évoque, d'en parler aussi, de recueillir la parole d'autres parents, donc à la fois en utilisant justement le porte-à-porte ou les pieds d'immeuble, pour essayer justement de pouvoir faire une synthèse et d'apporter de la matière lors de ces commissions-là. Et d'être vraiment force de proposition. Et à l'issue de ces commissions, de retravailler, comme on a l'habitude de faire sur d'autres missions, sur le contenu, sur le message, produire des outils pédagogiques que l'on va pouvoir justement diffuser auprès des parents. Donc, c'est aussi pour les parents, de manière plus générale, d'être au fait de ce qui se fait dans le cadre des cités éducatives. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une vraie concentration d'acteurs et parfois les parents, les familles se sentent totalement, ne se sentent pas impliqués. Donc, ils n'ont que les échos. Ah ben voilà ce qui a été décidé dans le cadre des cités éducatives. Voilà, il y a quel projet qui va se mettre en place. Et pour eux, c'est justement l'opportunité d'être au fait et puis de pouvoir avoir leur mot à dire. Et donc, à l'issue de cette diffusion, on prévoit aussi une évaluation pour voir comme on le fait aussi habituellement sur nos campagnes, donc pour mesurer un peu l'impact. Est-ce que le message qu'on a apporté est audible? Est-ce que ça a donné lieu à des actions? Et puis, est-ce que ça peut mener à d'autres réflexions, d'autres missions? Voilà, donc on garde quand même notre manière de travailler tout en étant sur cette expérimentation qui est pour nous vraiment un nouveau moyen, un outil pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Je vous disais, ça serait un peu moins de 30 minutes, donc du coup, pour pouvoir vraiment être dans l'échange avec vous et répondre au mieux à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions ou des remarques? Enfin, peut-être que ça vous évoque des expérimentations que vous avez peut-être mis en place. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà collaboré avec Voisins Malins. Vous pouvez Bonjour. Enfin, moi, c'est Ansel. Bonjour ou rebonjour.
J'ai pris bonne note, j'ai écouté parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas cette association. Nous, c'est une association qui est chargée de l'animation et de la mise en place des actions concernant les espaces parents. Mais j'ai pris bonne note et comme je dois avoir une réunion avec eux, je pense que ça donnera des idées certainement aux membres pour mettre en place. C'est intéressant pour le collège, hein, nous avons souvent des informations à faire passer. Le porte-à-porte, ça c'est super intéressant. Donc ici, nous sommes très, comment dire, on communique beaucoup justement par cette méthode. Moins par Pronote, mais par les dispositifs numériques, dans la mesure où beaucoup de parents n'ont pas de réseau, n'ont pas d'ordinateur, ne savent pas comment s'y prendre. Bon, c'est le cas des formations, mais c'est pas évident. C'est vrai que nous sommes très proches au niveau du PV. Les établissements de recrutement au niveau du collège sont très proches, de proximité, donc c'est une bonne initiative en tout cas. Et je pense que ça donnera des idées à l'association qui anime les espaces parents. Voilà. Oui, effectivement. C'est vrai que nous, enfin, même au sein de l'association, on s'est vraiment rendu compte là, avec la crise, de l'importance du porte-à-porte. Et on a été vraiment, on a repris le porte-à-porte quand on a pu, avec justement l'appui de l'ARS, mais aussi des préfectures, qui nous ont appuyé justement sur le maintien du lien. Donc, on s'est rendu compte justement des limites aussi du numérique. Et puis, il y a différentes fractures qui existaient déjà, mais qui sont vraiment ressorties. Et d'avoir pu maintenir ce lien, que ce soit par des pieds d'immeuble ou par du porte-à-porte, mais vraiment, même nos équipes, on les a formés. Ils ont été formés justement parfois la CEPAM ou parfois directement par des acteurs locaux sur tout ce qui était gestes barrières. Donc, nous, on a mis en place toutes ces formations-là pour pouvoir maintenir le porte-à-porte et le faire dans de bonnes conditions. Et on a été très bien reçus par les familles. Enfin, nous, on se posait pas mal de questions, mais on a été très bien reçus parce qu'on permettait vraiment de faire le lien, par voie de donner des astuces, de rappeler des ouvertures par rapport à des permanences. Alors, c'était sur des heures parfois très spécifiques et c'était important de pouvoir donner ces informations-là aux familles pour qu'elles puissent continuer à avoir une vie plus ou moins normale. Merci, j'entends que vous avez été très bien reçus, c'est bon à savoir, mais qu'avez-vous mis en place justement pour informer les parents d'abord de votre venue, de votre arrivée chez eux, du dispositif? Vous avez été bien reçus certainement parce qu'il y avait une connaissance du dispositif et de la plus-value pour les parents. Oui, alors pour chaque campagne de porte-à-porte, en fait, nous, on travaille étroitement avec les bailleurs. Donc, on fait une campagne d'affichage dans les halls. Et souvent, les gardiens sont aussi d'excellents relais pour justement préparer les habitants en leur disant, voilà, dans une semaine, il y a Voisin Malin qui va passer chez vous pour vous parler de telle ou telle thématique. Les voisins ont tous des badges parce qu'on sait qu'on intervient sur certaines copropriétés qui sont littéralement harcelées par les publicitaires, les plombiers, enfin vraiment en tout genre. Et du coup, c'est important pour nous d'être clairement identifiés. Et puis la force aussi, c'est que sur des territoires où on a implanté depuis 3-4 ans, voire plus, ces voisins sont identifiés par les habitants. Et donc, ce qui nous facilite aussi l'accès aux immeubles et l'accès justement, la facilité de pouvoir parler avec les habitants. Donc, à chaque fois, on les prévient. On a aussi mis en place, on a beaucoup communiqué sur les WhatsApp, parce qu'on a vu que ça marchait beaucoup pendant le confinement, différents groupes WhatsApp, notamment les groupes de parents, puisque beaucoup se relayaient différentes informations, notamment par rapport à des cours. Tout le monde n'avait pas forcément accès à Internet, mais en tout cas avoir la 3G sur son téléphone, ça restait quelque chose d'accessible. Donc, communiquer à travers WhatsApp, ça a été aussi un moyen de pouvoir garder le lien. D'accord, merci beaucoup.
Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, Diana Bendoy, je travaille à la NCT sur le programme des sites éducatifs. J'avais une petite question sur les thématiques en fait, que vous abordez avec donc les habitants. Est-ce que vous avez pu constater que, enfin, j'ai bien compris qu'il y avait un cadrage fait initialement avec un prescripteur, voilà, vous définissez en amont ce sur quoi vous devez travailler avec les habitants. Et justement, comme vous êtes intervenu sur différents champs, différents thèmes, est-ce que vous avez pu constater que certaines thématiques étaient plus faciles à aborder avec des habitants? Enfin, il y avait plus de prise par les, enfin, comment pas de prise, mais je veux dire une meilleure compréhension, appréhension de certains sujets, et d'autres, c'était plus compliqué voilà, d'avoir une attention de la part de ses habitants. Ah oui, clairement. Enfin, des sujets qui sont liés à l'éducation, l'emploi, la santé, c'est des sujets où généralement nous sommes très bien reçus. Enfin, même aussi l'accès. Enfin, oui, l'accès au droit. Après, sur l'accès au droit, on a déjà fait des missions, par exemple, pour parler justement de CAF.fr. Alors là, c'était un peu plus compliqué, mais c'est une question de posture et c'était important pour nous de rappeler aux habitants qu'on n'était pas là pour les fliquer. Donc, il y a des missions parfois qui sont un peu délicates en fonction du commanditaire. Et c'est vrai que les personnes, lorsqu'elles nous recevaient en porte-à-porte, elles étaient un peu craintives du fait de, bon, est-ce que vous êtes venu pour me fliquer, pour savoir si j'ai bien fait ma déclaration, alors que pas du tout. Nous, on venait vraiment pour pouvoir expliquer et puis accompagner les habitants sur l'utilisation du site. Parce que voilà, pour désengorger les CAF, maman, enfin, tout se fait sur les sites internet. Donc, cette mission-là a été délicate, mais par rapport à notre posture. Et puis après, d'autres missions qui sont liées au cadre de vie, où effectivement on a un peu moins de prise parce que même si on travaille notre message pour ne pas avoir que des informations descendantes et être dans une posture très moralisatrice, on essaie quand même d'apporter des trucs et astuces. Par exemple, pour une mission qu'on avait mis en place à Rissorangis sur le tri, on est allé un peu plus loin puisqu'on a travaillé, il y avait une problématique de jet de pain par la fenêtre et on a travaillé par exemple sur un livret de recettes sur le pain, 3-4 recettes qui avaient été développées justement par l'équipe et qu'on pouvait remettre à l'issue de notre échange avec les habitants. Donc à chaque fois, on essaie vraiment de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un réel échange. Après, effectivement, il y a des thématiques où c'est très intuitif quand on va voir les parents pour parler de l'éducation, de l'emploi, de la santé, ça passe tout de suite. Que d'aller parler du tri, ranger vos poubelles. Enfin voilà, ça c'est des sujets un peu plus complexes qu'on doit vraiment réellement retravailler pour qu'il y ait de l'attrait et pour que voilà, la personne elle accroche parce qu'on est quand même sur des entretiens qui durent quand même une dizaine de minutes. Voilà, on est dans un réel échange et c'est pas juste. Dans le message que l'on donne, il y a à la fois des questions, puisque l'idée c'est quand même de pouvoir faire une restitution au commanditaire, donc d'avoir des informations quantitatives et qualitatives. Et puis voilà, il y a un volet où on va donner de l'information et on va être dans l'échange. Donc voilà. D'accord, je vous remercie. Et juste, toute petite question supplémentaire. Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas entendu. Quand vous faites le porte-à-porte, vous restez vraiment au seuil de la porte, vous ne rentrez pas à l'intérieur chez les gens pour vous poser 10 minutes. Voilà, c'était juste, je voulais savoir comment ça se passait. Oui, alors c'est vrai que jusqu'avant le confinement, on était généralement invités à rentrer dans le logement. D'accord. Voilà, vraiment à se poser, d'autant plus même sur des thématiques un peu touchy, je dirais, lorsqu'on allait parler de cancer à des personnes. Est-ce que vous savez ce que c'est un frottis? Bon, les gens ne veulent pas forcément que ça s'entende sur le palier. On est invité hein, chez l'habitant, mais c'est vrai que depuis l'an dernier, c'est un peu plus compliqué. Et nous-mêmes, on préfère rester sur le palier. Mais on était invités à prendre le café et à discuter. Oui, ce qui facilite l'échange, effectivement. Ouais. Ok, je vous remercie.
Merci. Moi, j'ai une petite question. Bonjour, je m'appelle Yasmina, je travaille pour la FEV. Une question pour Catherine qui travaille à Grigny. Est-ce que, Catherine, vous travaillez avec Voisin Malin? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous pourriez faire, de ce que vous faites? Alors, je vois que Catherine est connectée, mais je ne sais pas si sa vidéo est coupée. Peut-être, Alexia, est-ce que vous travaillez avec le collège de Grigny? Avec le collège de Grigny, non, on n'a pas encore mis en place d'action avec le collège de Grigny. J'ai participé la semaine dernière à une commission dans laquelle justement le collège c'est la commission 3, si je ne me trompe pas. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu l'opportunité de pouvoir travailler en lien direct avec eux. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je ne sais pas comment on lève la main en fait là sur Zoom. Donc Christelle Leblanc de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Dans le cadre de la mission Petite Enfance, vous évoquiez le fait que 58% des familles rencontrées ne lisent jamais d'histoire à leurs enfants. Moi, je voulais savoir si vous aviez mis en place du coup des actions à la suite de ça avec des écoles, avec des associations de la promotion de la lecture sur Grigny, pour justement inciter ces familles à utiliser ce livre qui est souvent un outil un peu stigmatisant dont on peut avoir peur quand on n'est pas à l'aise avec la langue forcément. Donc je voulais savoir comment vous orientiez les personnes, enfin si vous aviez des partenariats existants justement avec les structures de la toute petite enfance et notamment l'école. Alors, du coup, nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir orienter vers les structures, notamment la médiathèque qui organise, qui a vraiment un agenda hyper intéressant sur cette thématique-là, avec des temps qui sont à la fois pour les tout petits et parfois pour les plus grands, des temps de lecture de contes, même dans les contes, parfois dans la langue des parents. Et ça, vraiment, enfin, le plus loin qu'on soit allé, c'est vraiment de pouvoir faire le lien quitte à prendre le téléphone, appeler la médiathèque pour accompagner ces personnes-là dans l'inscription, parce que l'inscription en soi-même est une difficulté, en fait, une barrière, puisque la médiathèque, 78% des personnes connaissent, mais ne fréquentent pas. Et donc, parfois, c'était de prendre le téléphone, d'appeler la médiathèque et d'accompagner la famille, d'accompagner le parent à s'enregistrer auprès de la médiathèque. C'est vraiment le plus loin qu'on soit allé sur cette mission, bien qu'effectivement, on ait constaté qu'il y avait 58%, c'est énorme. Et on a invité aussi, du coup, les familles à dire, mais vous savez, même le livre, parce que ça a donné lieu aussi à une mission sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, qu'on pourra mettre en place d'ici septembre, sur l'identification des personnes allophones. Hein, et puis faire le lien sur des ateliers ASL. Donc ça, depuis 2019, on l'avait mis en place. Donc cette mission, c'était vraiment une porte ouverte sur beaucoup de problématiques. Et donc dans cette problématique-là de lecture, et on invitait beaucoup les parents à dire, voilà, ce livre-là, vous n'êtes pas obligé de suivre le texte. Vous pouvez très bien, vous, réinventer votre propre histoire. Mais le plus important, c'est de permettre à l'enfant d'avoir le lien avec vous, de lui faire découvrir le livre, le laisser tourner les pages, le laisser aussi travailler son imagination. Il ne faut surtout pas s'arrêter à la barrière de moi, je ne sais pas lire, donc je ne peux pas raconter d'histoire à mon enfant. Donc, ça a été une mission qui a révélé énormément de choses. Merci beaucoup. Je vois que Marie-Catherine lève la main. Oui, je voulais juste ajouter rapidement, parce que sinon, il y a aussi une bibliothèque de rue qui se fait aussi à Grigny 2. Donc, pas en relation avec Voisin Malin, mais il y a aussi d'autres éléments, genre par rapport à
à TD Carmonde, qui est aussi en contact avec Grigny et puis avec Voisin Malin, qui a aussi une bibliothèque de rue, donc qui fait aussi après sur le terrain, essaye à faire un travail par rapport au livre. C'était juste pour si ça intéressait la personne plus concrètement. Manon, tu levais la main aussi? Oui, j'ai une petite question. Alexia, quand on avait rencontré certains de vos collègues, ils nous avaient parlé aussi d'actions où certains voisins, justement, accompagnaient des parents lors de rendez-vous à l'école ou au collège pour servir un peu de médiateur. Donc, que ce soit sur la question de la langue ou un petit peu des codes culturels de l'éducation nationale, justement, pour faciliter la compréhension. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté aussi sur votre territoire? Oui, alors c'est vrai que du coup, ça, c'est quelque chose de très ponctuel, mais qu'on va pouvoir développer avec Dynamique Parentalité. C'est là où ce dispositif, cette expérimentation prend tout son sens. C'est que sur l'ensemble de nos missions, alors même sur des missions santé, on a eu, par exemple, à accompagner des parents. Ben voilà, moi, je vais aller me faire dépister, mais il y a cette barrière de la langue. Et puis ben, là, on peut décider d'aller jusqu'au bout et d'accompagner cette personne-là, au même titre que ben, j'aimerais bien que mon enfant puisse aller à la médiathèque, mais bon, comment faire pour s'inscrire et donc prendre le téléphone et de faire le lien avec la médiathèque pour pouvoir inscrire les familles. Donc oui, jusqu'ici, c'était à la marge de nos campagnes de porte-à-porte. Mais aujourd'hui, avec cette expérimentation-là, on va pouvoir justement aller encore plus loin et peut-être systématiser ou généraliser cette démarche. Merci beaucoup. Parce que du coup, vous avez vu que ça permettait en fait de rassurer des parents, de les mettre plus en confiance oui. vis-à-vis de ces institutions-là. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a parfois, comme je dis, à la fois les idées reçues, il y a aussi de la méfiance vis-à-vis des institutions. Et puis, bon, les personnes, dès lors où il y a quelques difficultés à s'exprimer, elles se referment, hein. Elles n'osent plus. Et donc, de savoir accompagner par un ou une habitante du quartier, elles se sentent beaucoup plus rassurées et elles arrivent du coup à franchir le pas. Et parfois, même quand on arrive en porte-à-porte, c'est aussi l'occasion de délivrer le message à une autre personne de la famille, parce que l'idée, c'est vraiment de toucher la famille. Et parfois, du coup, ça va être l'enfant qui est ado ou adulte, qui, une fois qu'il a compris le message, va pouvoir accompagner son parent sur ces rendez-vous-là, et vice-versa. Donc, les familles sont vraiment au cœur de nos campagnes de porte-à-porte. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question J'avais levé la main, mais je ne sais pas. Je crois que je me suis pas. Pardon, Hélène, je n'avais pas vu. C'est pas grave. C'est super intéressant parce que nous, c'est vrai qu'on a mis en place une action en direction des parents et des élèves concernant la prévention et la santé, dans la mesure où les parents sont invités. Attendez, je suis en réunion. Les parents sont invités à venir au collège en début d'année pour rencontrer médecins, infirmières, assistantes sociales. Mais quand ils sont orientés vers un spécialiste, un ophtalmo ORL, on constate qu'au second degré, ça va parce qu'il y a le fonds social collégien, mais on a mis en place, dans le cadre de la cité éducative, un fonds social premier degré. Et j'ai constaté, là, en faisant le bilan, que le fonds social premier degré était très, très peu utilisé ou pas du tout. Donc, après une rencontre avec l'assistante sociale premier degré, second degré, on s'est rendu compte que les parents ne prenaient pas, souvent la barrière de la langue certainement, autre chose, on n'a pas encore analysé, ne prenaient pas du tout les rendez-vous avec les spécialistes. Donc, ceux qui avaient été dépistés depuis le début de l'année, depuis octobre-novembre, eh bien, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Et pourtant, je pense que le travail a été effectué, mais je pense que dans ce cadre-là, ce serait intéressant qu'il y ait une association comme cela pour que les parents puissent être accompagnés
vers les spécialistes. C'est vrai qu'on peut dire qu'on fait tout pour les parents, mais là, vraiment, il s'agit vraiment de la santé des élèves, du suivi, d'accompagner chez un spécialiste, c'est une très bonne chose. Voilà, ce qui est intéressant dans cet aspect santé-prévention. Merci. Merci. Il nous reste peut-être 2 petites minutes pour une toute dernière question. Moi, j'ai peut-être une toute petite dernière question. Est-ce que parfois vous rencontrez vraiment des familles qui sont réfractaires en fait à l'approche même de voisins et qui sont vraiment du coup très très difficiles à aller chercher? Et est-ce que dans ce cas, vous avez pensé à des solutions pour rentrer quand même en contact avec elles? Oui, ça nous arrive. Et bien, généralement, on se rend compte que c'est surtout la barrière de la langue et la méfiance, du coup, qui font qu'elles sont totalement réfractaires, recroquevillées. Ce qu'on fait, on essaie vraiment de trouver au sein de l'équipe la personne qui va pouvoir être en mesure de pouvoir parler la langue, quitte à parfois faire intervenir des personnes qui sont en lien avec la mairie, qui sont sur la traduction, pour pouvoir entrer en lien. Et puis finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on arrive à dialoguer, et ben on se rend compte que c'était vraiment ça, en fait, cette méfiance, d'autant plus que sur nos quartiers, notamment sur le Grigny 2, on a beaucoup de primo-arrivants, donc il y a cette problématique d'être en situation irrégulière, et donc tout de suite, c'est aussi de se dire, ah là là, je suis peut-être démasquée, donc c'est ce travail de confiance et de dire que nous, on vient transmettre le message d'un de nos commanditaires, mais on n'est pas là pour faire des comptes ou faire de la délation. C'est aussi important. Enfin, le principe de neutralité entre le commanditaire et l'habitant, c'est vraiment un principe qui est très important pour nous. Même si, voilà, lorsqu'on est en face de situations compliquées, de violence ou autres, on fait quand même, on va faire le lien et puis pouvoir faire intervenir des structures adéquates, quoi. On ne laisse pas les personnes en assistance en danger, mais voilà, il y a quand même un principe de neutralité qui nous permet d'aller au-delà et de pouvoir intervenir auprès des personnes même très réfractaires.